Salut, c'est Brieux, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent. Je vais répondre à vos questions. Il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions sur Discord et sur Instagram auxquelles je répondrai en vidéo. Et là, c'est ce qu'on va faire, je vais répondre en vidéo à vos questions. Donc je pense que ça va être super intéressant. Et surtout, je suis très impatient parce que pour que ce soit un peu spontané quand même, j'ai décidé de ne pas me spoiler. J'ai décidé de ne pas regarder les questions. Donc là, ça fait 2 jours, je n'ai qu'une envie, c'est de les regarder. Donc ça y est, fin de l'intro et on commence directement. Je vais commencer par répondre aux questions de Discord, puis ensuite on ira sur Instagram pour répondre aux questions d'Instagram. Alors première question du Discord. On a Steph qui demande « Penses-tu, avec toutes les connaissances que tu as acquises, un jour te tourner vers le monde du travail, trader dans une institution, par exemple ?» Ok, merci Steph, première question intéressante. Je vais essayer de répondre sérieux, quand même la plupart du temps. Bon, je pourrais faire quelques blagues, sûrement, je ne vais pas m'empêcher de faire des blagues, tu me connais, mais je vais répondre quand même sérieux. Alors, à court terme, non, je ne veux pas trader en institution. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait l'EDEC. Moi, j'ai fait l'EDEC, qui est une grande école de commerce, c'est la 4e meilleure école de commerce de France. Et à l'EDEC, il y a le Master Finance, qui est un des meilleurs Master Finance du monde. C'est top 10 Master Finance monde en 2024, il me semble. Donc en fait, si je voulais, j'aurais pu trader en institution, tout simplement. J'avais une carrière toute tracée pour aller chez Goldman Sachs ou Morgan Stanley, donc j'aurais pu. Et j'ai décidé de ne pas le faire, parce que moi, je préfère être indépendant. Je suis quelqu'un, j'ai une philosophie de vie très indépendante. J'ai une philosophie très nietzschéenne, très boétienne, attachée à la liberté, ne pas avoir d'horaire, pas avoir de patron, etc. Donc non, à court terme, non, j'ai clairement pas envie de trader en institution, sinon je l'aurais fait. Cela dit, à long terme, parce que là j'ai 22 ans, je suis encore jeune, à long terme, quand j'aurai 45, 50 ans, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut toujours se rappeler que les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de grands hedge funds, de banques, etc., ils sont vieux, généralement ils sont vieux, ils ont au moins 50 ans, donc oui, à long terme, pourquoi pas, mais à court terme, non, j'ai pris le choix de l'indépendance. Ensuite, deuxième question, on a Enzo qui demande « Est-ce que pour toi, apprendre la finance de marché sera bénéfique pour perfectionner mon niveau en trading ?» J'essaie de voir un petit peu plus loin que la question parce que Enzo, la finance de marché, c'est du trading. C'est pareil, c'est la même chose. Trading, c'est finance de marché, c'est trading. C'est exactement pareil. Donc, peut-être ce que tu demandes, c'est est-ce que c'est les maths appliquées au trading? C'est ça que tu demandes peut-être, la finance de marché, genre les modèles de pricing d'options, volatilité stochastique, etc. Oui. Pour répondre à ça, oui, c'est important, ce sera certainement bénéfique. C'est pas absolument nécessaire, je dirais. Tu peux faire des bonnes performances en étant un trader uniquement macro, uniquement fondamental, mais oui, la finance de marché, les maths appliquées au trading, c'est extrêmement important. Moi, je ne pourrais pas faire sans, je ne pourrais pas vivre de mon trading sans. Je serais rentable sans, certainement, juste en macro, mais avoir un système qui te permet de vivre de ton trading sans mathématiques, ça me semble être compliqué. Donc oui, finance de marché, très bénéfique à ton trading, même si globalement c'est un peu la même chose, globalement c'est un peu pareil. C'est comme si tu me demandais, est-ce que dribbler, c'est important pour être bon en foot? Bah oui, c'est pareil. Bon bref. Question 3, on a Thomas qui demande « Que penses-tu de l'évolution de l'IA qui s'intégrera de plus en plus dans le monde du trading retail ?» Alors bonne question sur l'IA, tiens. Ben déjà, je suis d'accord avec toi. Que l'IA va s'intégrer de plus en plus dans le monde du trading retail. Maintenant, je ne pense pas que les bénéfices de l'IA seront le plus orientés vers le trading retail. Pourquoi ? Parce que le trading, c'est très concurrentiel. Comme tu le sais, il y a plein d'acteurs, institutionnels, retail, un peu partout. Et si l'IA évolue, si les modèles d'IA progressent, ceux qui vont le plus en profiter, ce n'est pas les traders retail, c'est les institutions. Donc selon moi, oui, en tant que trader retail, tu vas avoir accès à plus de performance, tu vas avoir accès à une portée accrue d'analyse, tu vas prendre plus de variables en compte, potentiellement gagner du temps dans tes analyses, mais c'est pareil pour les institutions, eux aussi, et ils vont surtout le faire mieux que toi. Donc dans l'ensemble, le gap, l'écart entre le trading retail et le trading institutionnel, il va s'agrandir parce que l'IA va être plus bénéfique aux grands acteurs, ceux qui ont beaucoup de capital, beaucoup de ressources, etc., que le trading retail. C'est un petit peu la même dynamique que, par exemple, tu vois, dans les années 80, en tant que trader retail, tu pouvais trader l'analyse technique dans les années 80, tu vois. Et franchement, ça pouvait marcher. Je pense que tu pouvais avoir un certain pouvoir prédictif sur les prix avec l'analyse technique dans les années 80, mais dans les années 2000-2010,
quand les modèles se sont améliorés, tu vois, les modèles de trading haute fréquence, notamment les algorithmes de trading qu'utilisent les institutions se sont développés, ben les traders retail, ils se sont mis sur la touche, tu vois. L'écart, il s'est agrandi. Et maintenant, en 2024, si tu trades l'analyse technique, ça ne fonctionne plus du tout. Alors que dans les années 80, le gap entre les deux était moins élevé, le gap d'efficience entre les deux était moins élevé, donc ça fonctionnait mieux. Je pense que ce sera un petit peu pareil avec l'IA. Ce n'est pas les traders retail qui vont le plus bénéficier des avantages, des avancées de l'IA. Ensuite, question 4. On a Jordi qui demande « Quel a été ton processus d'apprentissage? Où est-ce que tu as appris le trading ?» Bon, c'est très long, donc je vais essayer de synthétiser. Mon processus d'apprentissage, il a été très scolaire. J'ai fait prépa, donc j'ai appris l'économie, les mathématiques, macroéconomie, microéconomie, théorie des marchés financiers, économétrie, sociologie, histoire, tout ce qui est important pour réussir en trading, pour être un expert, pour avoir des bonnes bases, déjà des bons fondamentaux. Et ensuite, où est-ce que j'ai appris le trading concrètement, où est-ce que j'ai appliqué en trading? C'est sur Internet et dans les livres. Sur Internet, où est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché dans des documents de recherche, dans des papers, des documents scientifiques qui sont publiés soit par des instituts de recherche, soit par des universités par exemple, ou des banques carrément, qui ne vont pas te donner des stratégies, ils ne vont pas te dire tiens, une stratégie rentable, mais ils vont publier leurs recherches et toi, tu peux faire des puzzles un peu, tu peux faire des caplas dedans, tu prends un peu ce que tu veux et tu l'intègres à ton trading. Donc ça, c'était important. Et dans les livres aussi. Dans les livres, j'ai fait pareil. J'ai pris des informations des livres et j'ai fait des caplas, j'ai fait des puzzles dedans pour créer mon propre système. Donc pour la macro, je peux t'en conseiller plein. Tu peux lire Krugman, Blanchard, Paul Romer, Daniel Cohen, Eli Cohen, Akerlof, Stiglitz, Samuelson, j'ai dit Samuelson, je sais pas. Tous les plus grands, quoi. Je pense que si je peux t'en conseiller que deux, je dirais Macroéconomie de Olivier Blanchard et Économie de la monnaie, de la banque et des marchés financiers de Mishkin. C'est ce qui va le plus englober tout ce dont tu as besoin. Et pour le trading algo, qu'est-ce que je peux te conseiller? Bah pareil, les grands classiques. Tu peux avoir Kissel, De Prado, Carver, Ernie Chan. Tous les grands, tous les classiques. En gros, tu peux pas vraiment te tromper en lisant un classique du trading algo, comme pour la macro. Et pour la programmation, les O'Reilly. Les O'Reilly, ça c'est très très important, c'est vraiment génial. Pour apprendre la programmation, pour apprendre des bons design patterns, pour savoir bien coder, pas simplement savoir coder, pour savoir bien coder, les éditions O'Reilly. Tu jettes une fléchette parmi toutes les éditions O'Reilly, tu vas tomber certainement sur un très bon livre. Donc voilà, c'est ça, processus scolaire, et ensuite j'ai appliqué grâce à Internet et aux livres. Alors, question 5, cinquième question, on a Podi qui demande comment soulager tes pulsions sexuelles dans les pays étrangers où tu voyages. Voilà, ça c'était sûr, ça allait arriver. Alors, on va passer à la prochaine. Les gars, les femmes, c'est une distraction. Il faut absolument travailler sur le trading. Alors, question 6, on a Mike qui demande « Bonjour, selon toi, quelle serait la meilleure stratégie court au moyen terme à coder pour réussir un challenge et obtenir des payouts, s'il te plaît ?» Je rigole pas à ta question, Mike, je rigole à la question d'avant. Déjà, merci Mike pour ta politesse. Bonjour, s'il te plaît. Merci. Stratégie court moyen terme. Ben, je te dirais ce que je suis en train de faire moi là actuellement. Voilà, je vais conseiller ce que je fais moi, donc à savoir des stratégies momentum breakout. Tu peux regarder ma playlist Prop Firm Funded où j'explique un petit peu ce que je fais avec les prop firms en ce moment. Donc globalement, je te conseillerais toutes les stratégies qui ont un skew positif, qui ont un biais positif, où tu vas pouvoir aller chercher de la distance sur le take profit et un stop loss assez court, assez serré. Parce que vu que les prop firms, c'est très séquentiel, c'est phase 1, phase 2, funded, après le payout, ça réinitialise le solde, etc. Si tu veux économiser au maximum les frais de commission, qui est le nerf de la guerre en trading, bah, un skew positif avec des grands risk-reward, c'est ce qui va fonctionner le mieux avec les prop firms selon moi. Donc ouais, c'est ça. Et les stratégies momentum ont un skew positif, donc c'est pour ça que je les utilise. Maintenant, moyen terme, un peu pareil, momentum suivi de tendance, ça peut très bien fonctionner. Carry trading, toujours carry trading, on ne change pas une équipe qui gagne, carry trading ça ne fait que fonctionner. Maintenant, pour aller voir un petit peu plus loin que ta question, à moyen terme, autant trader en compte propre. Franchement, si tu veux trader sur du moyen terme, sur 2-3 mois,
Moi, je fais ça pour faire des vidéos, mais c'est pas vraiment ce que je conseille, hein. Si tu veux faire des stratégies moyen terme, au lieu d'acheter un challenge 200K à 1000 euros, mets 1000 euros sur un courtier et fais du carry trading sur ton courtier. Comme ça, les swaps que tu génères chaque soir, c'est vraiment dans ta poche et c'est pas dans un compte démo, tu vois. Donc ouais, moyen terme, momentum, carry trading, suivi de tendance, ça fonctionne très bien, mais je te conseillerais de juste trader en compte propre, ça fonctionnerait mieux. Donc voilà, on va passer à la question 7. Question 7, on a Neil qui demande le salaire, les chiffres, la moulaga, dis les termes, tu gagnes combien par mois, par an ou en tout? Attends, mince, j'ai un appel, j'ai plus d'appel. Alors le salaire, les chiffres, la moulaga. Ok, bon, évidemment, je vais pas répondre, hein. Je vais pas te dire un chiffre, je vais pas doxer mon compte en banque, mais quand même pour te dire un truc un petit peu intéressant, un truc un petit peu croustillant, qu'est-ce que je peux te dire? Après, t'as pas précisé trading, hein. T'as pas précisé en trading. Ah bah tiens, je vais te montrer combien je gagne sur YouTube, ça va être marrant. T'as pas précisé trading, t'as dit combien tu gagnes. Bon bah je vais te montrer combien je gagne sur YouTube, hein. Écoute, c'est comme ça au moins c'est un petit peu croustillant. Alors, vous êtes un partenaire YouTube, je gagne 229,45 € depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. 229,45 €. Donc voilà, j'ai commencé quoi, il y a 6 mois. Donc 230 divisé par 6, ça fait quoi? Ça fait genre 40 euros. 40 euros par mois. C'est énorme, hein, 40 euros par mois, là je vais aller loin avec ça. Là, je suis un petit peu bénévole sur YouTube. Voilà pour le salaire, les chiffres, la moulaga. Alors question 8, on a Basile qui demande intègres-tu dans ton trading algorithmique la volatilité, la liquidité? Si oui, comment? Question technique, sympa. Oui, la volatilité, oui. De plus en plus d'ailleurs. J'utilise de plus en plus des modèles de volatilité parce que à mesure que tu progresses en trading, que tu vas dans des modèles de plus en plus complexes, de plus en plus poussés, et ben en fait, on aborde de plus en plus la volatilité. Donc oui, j'intègre beaucoup la volatilité dans mes algos, surtout quand tu commences à gagner pas mal d'argent et tu veux protéger ton capital, là tu vas devoir prendre en compte beaucoup la volatilité. Donc comment l'intégrer? Ben, tu peux regarder des modèles de volatilité conditionnelle, volatilité stochastique, par exemple des modèles Garch, iGarch, HAR, Midas. Il y en a plein que tu peux modeler, tu peux remodeler, c'est très flexible, hein, les modèles de volatilité. Tu peux prendre un peu à droite à gauche, tu vois, comme je disais avec les documents, les papers de recherche, tu peux chercher des modèles de volatilité et essayer de les imbriquer dans toi, tes modèles, dans tes algos, dans tes stratégies. Et globalement, c'est comme ça que ça fonctionne le trading, hein. Tu vas essayer de faire des caps là pour créer un grand modèle, un grand système de trading. Donc ouais, modèle de volatilité conditionnelle, Garch, HAR, Midas, ce genre de choses. Modèle Eston, pourquoi pas, pour le pricing d'options, que tu peux dériver pour des CFD Forex, hein. Ça peut fonctionner, même si du coup tu ne pourras pas calculer genre un smile de volatilité, parce que bah, il n'y en a pas si c'était pas du pricing d'options, mais ça peut être intéressant quand même. Ensuite, la liquidité, bah non. Ouais. Je pourrais élaborer là-dessus, ça peut être marrant. En fait, je sais pas, parce que du coup, là, c'est anonyme, c'est Basile qui me pose la question, mais du coup, je sais pas, je te connais pas, du coup, je sais pas ton niveau en trading, je sais pas ce que tu veux dire vraiment par liquidité. Donc, je pars du principe que tu entends la liquidité un peu comme on entend sur YouTube, tu vois, genre la liquidité order block, SMC, ICT, ce genre de choses. Et en fait, non, je l'utilise pas parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas la liquidité comme ça, c'est pas vrai, c'est du bullshit total, la liquidité ICT, SMC. C'est. Comment t'expliquer? En fait, le Forex, c'est un marché qui est décentralisé. Attends, j'attends que la moto passe. Le Forex, c'est un marché décentralisé. C'est-à-dire que t'as pas d'order book en fait. T'as pas d'order book où tu vois ordre d'achat, ordre de vente, t'as pas d'order block, t'as pas de liquidité, tout simplement, tu la vois pas. Donc du coup, tu peux pas la prendre en compte. Elle existe, hein, il y en a, mais tu la vois pas. Parce que c'est décentralisé. T'as pas un seul endroit où t'as un order book. Le Forex, tu vois, c'est des banques, des institutions, des courtiers, des retails, des entreprises. Là, tu vois, je suis arrivé à Bangkok il y a quelques jours, à l'aéroport, j'ai échangé 10 euros contre 340 bahts thaïlandais, bah, j'ai fait un trade Forex, tu vois. Mais c'est pas dans un order book. Tu vois pas dans l'order book la liquidité, l'order block, qu'il y a eu de la demande pour le baht thaïlandais, tu vois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ouais, les order blocks, les trucs fair value gap et compagnie, bah, ça n'existe pas, tout simplement. Donc, non, je l'utilise pas. Maintenant, pour parler de la vraie liquidité, la liquidité qui effectivement est utilisée en trading,
sur des marchés centralisés donc potentiellement des futures par exemple, ou en crypto sur des exchanges, sur Coinbase, Binance, qui proposent des order books où tu vois tous les ordres qui passent sur l'exchange. Oui, ça peut être utilisé en trading, et d'ailleurs c'est très utilisé, pour notamment des stratégies de market making, où tu vas vouloir globalement gagner d'un point de vue non directionnel. Tu vas simplement prendre des ordres market, les fils plus bas, plus haut, et gagner la différence, gagner le spread. Mais le problème de ces stratégies, qui sont extrêmement efficaces, qui sont vraiment très très bonnes, avec des courbes de rendement et des Sharpe ratios énormes, mais c'est pas très accessible, voire totalement inaccessible aux traders retail, parce que tu as besoin d'énormément d'infrastructures et de ressources. C'est des stratégies qui demandent une latence très faible, donc le coût de latence doit être très faible aussi, pour que tu puisses te permettre d'envoyer beaucoup d'ordres à la seconde, et market maker, être un market maker. Donc moi je peux pas, tout simplement, là tu vois dans ma chambre je peux pas, j'ai pas les ressources ni les infrastructures, donc non je le fais pas. Mais cela dit, ça c'est une vraie stratégie. Ça effectivement, utiliser la liquidité, les order books pour faire du market making, ça existe vraiment, ça c'est vrai. Ensuite, 9e question. Chargement de la réponse. Oh non, j'espère que j'ai internet. Ok, j'ai internet, c'est bon. Théo qui demande: penses-tu pouvoir faire une vidéo de présentation des différents algos que tu utilises au quotidien? Merci pour ton contenu. De rien déjà, je suis content que mon contenu te plaise Théo. Alors, est-ce que je compte faire des vidéos de présentation d'algo? Oui, je pourrais en faire des vidéos de présentation, présenter des concepts, présenter des stratégies, oui, pourquoi pas. Maintenant, si ta question c'est est-ce que tu comptes présenter une deuxième stratégie, comme la formation que j'ai fait cet été quand j'étais à Bali, non, je ne referai pas. Parce que c'est trop de travail, c'est trop de travail tout simplement, c'est énormément de travail. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'ensemble de mon œuvre, l'ensemble de mon travail, en nombre d'heures, ce que ça représente. Donc non, je ne vais pas le faire gratuitement sur YouTube. Déjà, j'ai été très généreux. Avec du recul, je me dis, mais je suis taré. Ma formation gratuite là, que j'ai fait cet été sur le trading algo, je te partage un algorithme avec un ratio de Sharpe de 1,5. De 1,5, ce qui est très bien, ce qui est vraiment très bien. C'est pas une stratégie démentielle, tu vois, parce que c'est très lié aux conditions du marché, etc. Je pourrais pas la vendre des dizaines de milliers d'euros, oui, mais j'aurais pu la facturer 500 ou 1000 euros, c'était clairement pas déconnant. Clairement, surtout quand on voit les Alex Mendes et Impact Trading, etc., qui te vendent des stratégies analyse technique pour 1000 euros, j'aurais clairement pu la facturer plus que gratuit. Donc les prochaines, si j'en fais des prochaines, ce sera pas gratuit, clairement. Et donc non, réponse non, je ne ferai pas de vidéo de présentation, sauf si c'est juste pour présenter dans les grandes lignes des stratégies comme ça. Ensuite, on a... oh, je vais devoir la couper celle-là. On a Adolphe qui demande: as-tu bien rempli ta déclaration d'impôt pour l'année 2024? Alors, c'est Adolphe H. Adolphe H. Bon, c'est Adolphe Eston, je pense. C'est Adolphe Eston, c'est un fan du modèle Eston que j'ai parlé tout à l'heure. N'importe quoi. Bon, allez, on passe à la prochaine. Question 11, on a Cyril qui demande: est-ce qu'il est nécessaire d'avoir suivi des cursus en économie pour être rentable en trading? Je le demande car je n'ai jamais suivi de cours d'économie. Non. Réponse courte, non. C'est pas nécessaire de connaître l'économie pour être rentable, parce que, je rappelle, être rentable en trading, c'est le niveau 0. C'est juste le début, quoi. C'est le prérequis pour faire du trading. Être rentable, normalement, en 2 mois, tu es rentable. Mais après, à long terme, ce qu'on cherche en tant que trader, c'est avoir des excellentes stratégies. C'est surperformer le marché, avoir peu de volatilité pour envoyer du levier, etc. Tout ce que je t'explique dans mes vidéos. Être rentable, c'est vraiment niveau 0. Pourquoi je dis ça? C'est parce que sans rien connaître à l'économie, tu vois, tu es vraiment l'abruti fini, tu connais rien du tout. Tu ouvres un compte chez BNP Paribas, tu ouvres un livret A, tu vois. Livret A, c'est quoi? Les taux de la BCE, c'est 3 et quelques, 3,25. Donc un livret A, ça doit être à peu près 3% en France. L'inflation, c'est quoi? C'est 2%. Donc tu as 1% de rendement réel, 1% de rendement ajusté à l'inflation. Donc tu es rentable. Bravo, tu es rentable, tu gagnes de l'argent en trading. Mais c'est nul, c'est complètement nul. Donc oui, tu peux être rentable en connaissant rien à l'économie, mais pour être un bon trader, un vrai trader, un trader professionnel, évidemment que tu es obligé d'être un expert en économie. Non pas simplement avoir suivi un cursus, mais être un expert. Vraiment être extrêmement bon dans ce domaine. C'est un petit peu comme si tu me demandais: est-ce qu'il y a besoin de connaître l'anatomie pour être médecin? Oui, oui, tu es obligé, c'est comme ça. Alors question 12.
on a Rudy qui demande « Tu fais comment en étant digital nomade pour les impôts ?» Tu fais comment en étant digital nomade pour les impôts? Les gars, on a des inspecteurs d'impôts dans la communauté. Je sais qu'il y en a un d'ailleurs, tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Comment je fais? Je paye pas les gars. Moi les gars, je pense que le gouvernement français a perdu toute autorité morale pour collecter les impôts. Ça y est, c'est bon, moi je paye pas, je me rebelle. J'ai un consentement à l'impôt très fort hein, en France. Moi je suis patriote, j'aime mon pays, je suis prêt à payer des impôts. Mais si c'est pour rembourser les casses des émeutiers en Seine-Saint-Denis ou payer le salaire de Sandrine Rousseau, non, je paye pas d'impôts. J'espère que ma réponse te plaît. Je vais me faire attraper par le fisc, je vais peut-être couper au montage celle-là. Alors, on a Basile qui demande « Que penses-tu du livre Python for Finance de O'Reilly ?» Ah bah tiens, j'en ai parlé juste avant. Oui, je recommande les livres O'Reilly. Donc oui, contexte si jamais j'ai pas bien expliqué, les livres O'Reilly, ça te permet d'apprendre des langages de programmation appliqués à des sujets spécifiques. Donc là, tu vois, Python pour la finance. Donc oui, je recommande les livres O'Reilly, ils sont excellents. J'ai pas lu Python pour la finance précisément, mais j'en ai lu plein. J'ai lu Think Python, j'ai lu Fluent Python, j'ai lu Python Machine Learning, Python Data Science, Algèbre linéaire, je les ai tous faits. T'es pas obligé de les lire en entier, hein, je les ai pas tous lus en entier du début à la fin, ces livres-là, mais pareil, tu fais du Kaplan, tu fais du puzzle, tu prends ce dont tu as besoin et t'intègres dans tes systèmes. Donc oui, je recommande grandement les livres O'Reilly. Donc c'était la dernière question de Discord, donc maintenant on va aller sur Instagram. Je vais boire un petit peu d'eau, je m'autorise peut-être une petite coupe au montage. Ok, donc c'est reparti, on va aller voir sur Instagram. Alors je me suis spoilé la première malheureusement, parce que j'ai regardé si les gens avaient répondu, et du coup j'ai vu la première. Donc voilà, la première je la connais, mais ensuite les autres je les connais pas. Donc ah oui voilà, c'est ça. Florian, en moyenne tu parviens à faire combien de R par mois? Donc Florian qui est très curieux, qui veut savoir combien je gagne. Alors comment je vais pouvoir te répondre? Je vais pas esquiver la question, hein, je vais répondre. Mais simplement, en fait, plus tu progresses en trading, moins tu vas utiliser des R, tu vois. Les R, c'est un outil un petit peu de débutant. C'est quelque chose qui est concret, qui est précis, donc qui est facile à comprendre pour un débutant, voilà, combien tu multiplies ton risque. Mais plus tu avances, plus tu vas avoir des stratégies complexes et poussées, moins tu vas utiliser des stratégies stop-loss, take-profit. Tu vas plutôt te diriger vers des stratégies signaux entrée-sortie, par exemple. Donc là, au moment d'ouvrir une position, tu ne sais pas combien tu vas perdre. Tu sais combien tu peux perdre. Tu vas toujours gérer ton risque, hein, bien sûr, tu ne vas pas simplement ne pas mettre de stop-loss, mais tu vas plutôt utiliser des algos valuatrices, par exemple, des algos VAR, CIVAR, qui vont te dire combien tu peux perdre, mais pas combien tu vas perdre. Donc du coup, tu ne peux pas calculer ton R. Maintenant, pour te répondre quand même, répondre à ta question, tu peux raisonner en termes de profit factor, en termes de rendement ajusté au risque aussi, de ratio de Sharpe, par exemple. Donc en termes de profit factor, qui est un petit peu similaire au R globalement, mais c'est sur les profits réalisés, c'est profit brut divisé par la perte brute. Par exemple, si tu clôtures 2 trades dans ton mois, que tu as gagné 1000 € et que tu as perdu 500 €, tu as un profit factor de 2, parce que c'est uniquement sur les gains réalisés. Et en termes de profit factor, en 2023, j'avais 2, ce qui est très bien, ce qui est vraiment très bien, c'est un bon profit factor. Et 2024, je suis à 1,9 à peu près. Donc c'est annualisé, mais du coup, c'est une moyenne, quoi. Par mois, c'est à peu près ça. Je multiplie mon risque par 1,92, ce qui est très bien, ce qui est vraiment très bien. Tu peux regarder plein de vidéos YouTube, ils vont te montrer les 300 de profit factor. Tu peux regarder Impact Trading, je ne sais pas si tu le connais. Lui, tu regardes ses vidéos journal, performance de trading, et tu regardes, il a 300 de profit factor. Truc, voilà. Il y a des gens qui tombent dans le panneau. Bon, évidemment, c'est fake, hein, évidemment, c'est un menteur. Mais ouais, au-delà d'1,5 de profit factor, donc globalement c'est ça, hein, c'est comme un R, tu multiplies ton risque. J'ai perdu 500 € sur un trade que j'ai clôturé et j'ai gagné 1000 € sur un trade que j'ai clôturé aussi en profit. Donc tu multiplies, tu gagnes 2 fois plus que ton risque, et c'est à peu près 1,92 par mois, donc sur une année, annualisé. Donc voilà pour ça. Je suis content, j'ai pas esquivé la question, mais j'ai pu répondre quand même sans trop en dire, pour pas que je me fasse dox mon compte bancaire. Alors, on a Ben qui demande « Quel serait le conseil pour un trader qui débute avec une stratégie ?» Déjà, il y a quelque chose qui me fait tilter dans ta question. Quel serait le conseil pour un trader qui débute avec une stratégie? Un trader, ça débute pas avec une stratégie. Normalement, quand tu es trader, tu ne débutes jamais une stratégie. Normalement, quand tu la lances sur les marchés, tu la connais déjà par cœur. Tu l'as backtestée tellement rigoureusement que tu ne débutes pas, en fait. Tu es déjà bien connu, tu connais bien déjà cette stratégie.
Donc, bon, désolé, je vais un peu galvauder ta question, mais ma réponse serait de ne pas débuter une stratégie. Mon conseil, c'est qu'un trader ne devrait pas débuter une stratégie. Tu devrais déjà l'avoir backtestée tellement rigoureusement que tu la connais par cœur. Donc voilà, ce serait ça mon conseil. Ensuite, on a Fred qui demande « Tu vas où, Brieux ?» Ah oui, ok, parce que j'ai fait une story dans l'avion, quand j'étais dans l'avion de Hanoï vers Bangkok. Donc Fred qui demande « Tu vas où, Brieux ?» Bah, je suis à Bangkok, je suis en Thaïlande. Donc c'est sympa. Là, ouais, je suis rive ouest du fleuve qui sépare Bangkok en deux, là. Rive est, c'est là où il y a le centre-ville de Bangkok, c'est là où il y a le bruit, c'est là où il y a les buildings, etc. Moi, je suis dans un endroit un petit peu excentré, qui est vraiment sympa, il y a pas mal d'arbres, etc. J'avais un petit peu peur que justement ce soit un peu brutal, etc., comme à Kuala Lumpur, mais là c'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a des arbres, ça sent bon, donc je suis content. Ouais, je suis à Bangkok actuellement, et évidemment je vous ferai une petite vidéo 24 heures dans ma vie de trader à Bangkok, je pense. Donc abonne-toi pour pas manquer ça, si jamais t'es pas encore abonné. Ensuite, on a Fred encore qui demande « Tu peux nous apprendre à faire de l'analyse fondamentale ?» Eh bien oui, Fred, écoute, c'est ce que je fais, non? C'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Globalement, j'ai deux grands axes. J'ai trading algorithmique, trading fondamental. C'est globalement ce que je fais. Trading macro, géopo, histoire, etc. Donc oui. Qu'est-ce que tu demandes par rapport à ça? Tu peux nous apprendre à faire de l'analyse fondamentale. Il faut être précis sur les mots, hein, parce que faire de l'analyse fondamentale, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça, il faut être précis sur le vocabulaire. Là, je t'avoue, je ne sais pas trop ce que tu demandes. C'est un peu ce que je fais, hein, c'est un peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube, globalement. Tu vois, genre cette vidéo-là, comment apprendre l'analyse fondamentale, c'est ça que t'attends. Je sais pas. Bon, peut-être renvoie-moi un message pour te répondre peut-être plus en détail en privé, parce que là, c'est un peu trop général ta question, je pense. Ensuite, un message aux néophytes dans l'économie et la finance globalement. Un message aux débutants. J'essaie de réfléchir pour pas partir trop en vrille. Ben, je dirais... C'est dur comme question. Pour avoir un message vraiment percutant, c'est une très bonne question. Je pense que c'est la meilleure que j'ai reçue de tout là. C'est bravo à toi. Bon, je peux pas dire ton pseudo du coup, parce que sinon les gens ils vont venir t'envoyer des messages Insta, mais tu vas te reconnaître. Merci pour ta question, elle est vraiment sympa. Je dirais un message aux débutants serait d'apprendre le trading via la finance traditionnelle et d'aller le plus loin possible des youtubeurs trading, le plus loin possible. Parce que quelque chose qui est vraiment important à comprendre en finance et même dans le monde en général, c'est que pour faire la différence entre quelqu'un de confiance et quelqu'un qui n'est pas de confiance, eh ben, tu dois déjà être compétent dans le domaine. Moi, tu vois, quand je vois, tu vois, je me permets de critiquer Impact Trading, Alex Mendes, tu vois, je me permets de critiquer parce que moi, en tant qu'expert, je vois très bien que ce sont des charlatans. Je le vois, c'est absolument certain. Parce que j'ai déjà les compétences pour le savoir. Mais quand tu es débutant, tu sais pas. Quand tu es débutant, tu sais pas. Tu peux regarder une vidéo d'Alex Mendes et te dire « Bon, il a l'air de bonne foi, écoute, il a l'air de dire des choses avec assez de confiance en lui, peut-être qu'il a raison, tu vois, si tu sais pas. » C'est un petit peu comme si, je sais pas, tu connais rien au foot, tu connais rien aux règles du football, et quelqu'un te dit pour gagner au foot, il faut prendre le ballon avec ses mains et le jeter dans les cages, tu vois, un truc lunaire. Mais si tu connais rien au foot, si tu connais rien aux règles, bah, tu peux te dire, bah, il a peut-être raison, il a peut-être raison. S'il le dit avec de la confiance et de l'entrain, peut-être qu'il a raison. Et pour savoir que ce n'est pas le cas, pour savoir qu'il dit n'importe quoi, il faut savoir jouer au foot. Et voilà, c'est pareil en trading. Pour reconnaître quelqu'un qui te dit n'importe quoi, il faut déjà le savoir, il faut déjà être compétent. Donc c'est un peu un paradoxe. Et comment esquiver ce paradoxe serait de ne pas prendre le risque, tout simplement ne pas prendre le risque d'aller voir des youtubeurs trading, parce que même s'il y a des formateurs youtubeurs trading qui sont très compétents, hein, je ne le nie pas, il y en a qui sont très compétents, et ben tu ne sauras pas faire la différence quand tu es débutant. Donc mon message serait d'aller le plus loin possible de ces gens-là, le plus loin possible. Ne prends pas le risque de savoir si lui, il est honnête ou pas, juste cours loin et lis dans les livres, va à l'école, fais un master finance, tu vois. Et oui, je sais, c'est chiant, oui, je sais, c'est long, ce serait plus facile avec une formation facile sur Internet, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Lis des livres, fais le bon travail de la bonne manière. Voilà, c'est ça mon message pour les débutants. Ensuite, quand parler du trading à ses proches? Elle est géniale cette question.
Quand parler du trading à ses proches? Mais c'est quoi? C'est une addiction à la cocaïne? C'est quoi cette question? Quand annoncer que tu veux faire du trading à tes proches, en mode t'as un cancer? Bah écoute, ah, mais ça tu vois, c'est à cause des youtubeurs trading. Ça c'est bien, les deux questions sont liées, c'est à cause des youtubeurs trading. Les gars, c'est pas honteux de faire du trading, c'est extrêmement respecté comme métier. Moi, d'où je viens, de prépa, d'école de commerce, si tu annonces que tu es trader à tes amis, à tes parents, aux parents de ta copine, tu vois, tu dis je suis trader, c'est respecté, hein, c'est un bon métier. Tu es bien payé, tu as des compétences, tu as du statut, tu as du réseau. Donc, il n'y a que sur Internet que c'est mal vu, que c'est honteux de faire du trading. Tu ne devrais pas avoir honte d'annoncer à tes parents, d'annoncer à tes proches que tu fais du trading. C'est un petit peu comme si tu avais honte d'annoncer que tu es médecin, tu vois, c'est un truc bizarre. Donc cette question me fait beaucoup rire. Maintenant, pour aller dans ton sens, pour aller un petit peu plus loin que la question, je pense que tu demandes quand parler du trading indépendant à ses proches, peut-être, c'est ça que tu demandes. C'est vrai que c'est un petit peu plus complexe du coup. Genre comment justifier à tes parents que tu veux te lancer dans le trading indépendant, potentiellement quitter tes études, comment annoncer à tes proches, peut-être ta femme, ou que tu veux te reconvertir, tu vois, ce genre de choses. Donc je vais répondre à cette question. Euh, je dirais les résultats. Résultats, résultats, résultats. Moi, je suis quelqu'un qui croit énormément en la vertu de l'exemple. Je pense que dire des choses, c'est bien, tu vois, donner confiance en disant, en rassurant, en montrant que tu es motivé, etc. Ok, c'est bien. Mais rien ne bat l'exemple, tout simplement. Au lieu de dire quelque chose, montre quelque chose, fais-le. Donc si tu veux convaincre tes proches, si tu veux annoncer, parler du trading à tes proches, bah, montre-leur tes payouts propres, montre-leur tes retraits de ton courtier. Tu dis, regarde, j'ai reçu 2000 euros de chez 8cap, là, regarde, mon compte LCL, voilà, tu le vois. Donc c'est facile. Si tu fais ça, c'est facile. Tes parents ou tes proches ne peuvent rien te dire, vu qu'ils voient que tu as vraiment de l'argent sur ton compte bancaire, quoi. Pas un compte démo, pas un backtest, vraiment, argent, compte bancaire. Résultat. C'est vraiment le plus important selon moi. La vertu de l'exemple. Et d'ailleurs, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Ensuite, on a Fabien qui demande « La vie d'un trader au Vietnam est comment par rapport à la France, la sociabilité et l'inflation ?» Je suis désolé de te décevoir, mais je ne suis pas résident au Vietnam. Je suis pas résident au Vietnam. Moi, en fait, ce que je fais en ce moment, je suis digital nomade. Je suis un peu aventurier. Je vais de pays en pays. J'ai fait la Chine, les Philippines, Bali, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam. Donc, je ne sais pas trop à long terme, mais à court terme, je peux te répondre quand même parce que j'ai passé 1 mois et demi là-bas. L'inflation, ça va. C'est un petit peu plus élevé qu'en France, il me semble. C'est autour des, je sais pas, 3-4%, il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Ça fait longtemps que je n'ai pas révisé le Vietnam, mais à peu près ça. Et les prix sont très faibles. Les prix sont faibles là-bas. Tu payes quasiment rien. La nourriture, c'est rien du tout. Le loyer, c'est rien du tout. Mon appartement là que j'avais au Vietnam, qui est vraiment quasiment du luxe, hein, ou semi-luxe, luxe vraiment confort supérieur, ça me coûtait 650 euros par mois en Airbnb en plus. Si tu as un bail avec une agence locale, je pense que c'est encore moins que ça. Airbnb, c'est un petit peu au-dessus en termes de prix. Donc ouais, c'est très très avantageux le Vietnam en termes de prix. Maintenant, pour la sociabilité, c'est vraiment pas bien, vraiment pas bien. Après, ouais, tu vois, je veux pas trop me prononcer parce que j'ai vécu que 1 mois et demi. Et en plus, je suis allé à Halong, qui est sur la côte est du Tonkin, la partie nord du Vietnam, pas loin de la Chine, qui est une partie qui est pas très étrangère, en fait, t'as pas beaucoup d'expatriés et tout. À Hanoï, peut-être que ça parle plus anglais, mais en fait, à Halong, là où j'étais, ça parle pas anglais. Ça parle pas anglais du tout, donc la sociabilité, c'est très difficile. Tu peux pas avoir d'interaction spontanée avec la caissière, avec le serveur du restaurant, avec le room service, tu vois. Juste, ils parlent pas anglais, quoi. Du coup, tu ne peux pas. Et toi, évidemment, tu ne parles pas vietnamien. Donc, à moins que tu parles vietnamien, c'est difficile d'avoir de la sociabilité. Donc, voilà pour le Vietnam. Ensuite, on a Stan qui demande « Peut-on réellement intégrer la macro en algo ou l'intégrer nécessite un algo semi-auto » Alors, question pertinente, bonne question. Oui, oui, oui. Réponse courte, oui, tu peux intégrer de la macro en algo. Globalement, tout ce qui est une donnée qui s'apparente ou qui a un format de série temporelle, donc une donnée avec un axe des abscisses temporelles, tu peux l'intégrer en algo. Tu peux faire de l'analyse de données sur une série temporelle, quelle qu'elle soit. Maintenant, si tu veux faire un algo qui te donne des signaux, qui trade, vraiment qui prend des trades, ça va être un petit peu compliqué. Parce que la macro, il y a beaucoup de variables et beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, c'est vraiment très bruyant.
Donc les modèles macro sont très utiles, sont très pertinents, mais en termes d'analyse. Généralement, c'est plutôt en termes d'analyse. Si tu veux prendre des trades, tu vas avoir trop de bruit. Tu vas généralement overfitter tes données parce qu'il y a tellement de facteurs macro à prendre en compte que si tu crées un modèle de machine learning pour essayer de prédire le futur, donc globalement c'est ce qu'on veut faire, hein, prédire le prix grâce à des facteurs macro, tu vas généralement t'en mêler les pinceaux parce qu'il y a trop de facteurs à prendre en compte, donc tu vas juste overfitter ton modèle et il ne sera pas très pertinent. Maintenant pour l'analyse, oui c'est très important. Donc oui, deuxième partie de ta question, l'intégrer nécessite un algo semi-auto? Oui, oui, oui. Bonne intuition que tu as eue de demander si ça demande un algo semi-auto. Oui, c'est le cas. Moi, c'est ce que j'utilise depuis longtemps déjà. J'ai pas des modèles macro très complexes. Ils sont assez simples, tu vois, c'est simplement regarder les taux d'intérêt, tu vois, ce genre de choses, regarder le dernier NFP, tu vois, ce genre de choses. Mais tu n'en as pas besoin en fait, tu vois, parce que justement, comme je te dis, il y a tellement de bruit, tellement de facteurs macro, que si tu complexifies un maximum, tu rajoutes 50 facteurs, en fait, ça ne va pas vraiment être plus performant. Donc se contenter de choses simples, ça peut être vraiment performant d'un point de vue semi-automatique, et avec tes décisions, ensuite tu vas prendre des décisions macro en se basant sur ces analyses basées sur tes modèles, et ça va être vraiment performant. Donc tu peux les créer toi-même ou tu peux utiliser des outils comme le Edge Finder par exemple. Edge Finder, j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube pour des débutants intermédiaires et même des professionnels, hein, même vraiment expérimentés. C'est vraiment intéressant. Moi j'utilise le Edge Finder encore très beaucoup, très beaucoup, ça se dit pas, très fréquemment. Alors ensuite, tu peux nous faire une explication sur le Edge Finder, comment profiter des... Mais les gars, vous êtes passé le mot ou quoi? Tu peux nous faire une explication sur le Edge Finder, comment profiter des opportunités, s'il vous plaît? Mais les gars, désolé, c'est pas poli de souffler à une question. Mais en fait, j'en ai déjà fait plein des vidéos sur le Edge Finder. J'en ai déjà fait 3 déjà, donc peut-être que tu les as pas vues, donc c'est pour ça que tu poses la question, et à ce moment-là, je m'excuse d'avoir soufflé à ta question. J'en ai fait une il y a longtemps sur ma stratégie de trading. Il y a longtemps déjà, ouais, il y a 6 mois, c'était la 5e ou 6e vidéo de ma chaîne où je t'expliquais comment j'utilise le Edge Finder, comment je trouve des opportunités, quels indicateurs je regarde, quels indicateurs je ne regarde pas. Pareil, quand j'étais à Bali cet été, j'ai fait une vidéo complète de genre 50 minutes sur le Edge Finder pour t'expliquer en détail tout ce que je fais dessus. Et j'ai fait une 3e vidéo, analyse de trade aussi, où je te parle du Edge Finder. Donc sur les 3, je pense que tu peux trouver ton bonheur déjà. Donc je pense pas que je vais en refaire une 4e pour l'instant. Ensuite, on a Loïc qui demande « Salut, quel but cherches-tu à atteindre personnellement et avoir une communauté t'apporte quoi ?» Merci Loïc pour ta question, qui du coup n'est pas vraiment une question de trading, j'ai l'impression. Tu me demandes pour ma vie, ou alors peut-être tu t'en fiches et juste tu sous-entends que c'est trading. Quel but cherches-tu à atteindre personnellement? Bah, du coup, je vais te répondre trading et personnel pour mettre un peu du lien entre les deux. Moi, j'aimerais bien réduire ma part décisionnelle dans mes rendements fixes. Comment expliquer ça? Moi, actuellement, ce qui me génère des profits sur les marchés, ce qui me rend vraiment performant, ce qui fait que je suis meilleur que d'autres personnes, ce qui fait que je peux être trader professionnel, c'est l'alliance de mes décisions macro, de ma vision macro, de ma vision des marchés, et mes algorithmes, et mes algos d'exécution qui vont réellement prendre les trades sur le marché. Et ma part de décision macro, ma part de vision macro, elle est extrêmement importante, beaucoup plus proportionnellement qu'à mes algos, qui vont simplement juste prendre les meilleures opportunités, faire de la gestion de risque, etc. Donc, j'aimerais bien réduire cette proportion pour que ce soit moins stressant, tu vois, d'un point de vue personnel, que si je me trompe, ce soit moins grave. J'aimerais bien avoir une couche de revenus où j'ai vraiment aucun risque quasiment, tu vois, presque être rentier, tu vois, acheter des obligations gouvernementales et prendre mes 5% annuels, tu vois, et juste pouvoir vivre de ça si jamais tout se passe mal. Si je suis nul, je fais une année nulle, j'ai que des mauvaises décisions, je suis vraiment à côté de la plaque, bah que je puisse quand même continuer de vivre de mon trading. Ça, ce serait vraiment génial. Donc, ça peut pas vraiment arriver, hein, ce scénario, je précise, c'est impossible. Je peux pas vraiment me tromper sur une année entière, c'est impossible. Mais tu vois, sur un mois, si je me trompe sur un mois, bah, je gagne pas d'argent ce mois-ci, donc c'est un peu... c'est pas génial, quoi. À long terme, c'est pas génial. J'aimerais bien avoir des revenus tout le temps, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est mon objectif à terme. Et avoir une communauté t'apporte quoi? Ben... En fait, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai commencé pour endiguer la solitude.
très philosophique, hein. Parce que, en fait, je me suis dit, quand je me lance en trading indépendant, tu vois, moi, comme j'ai dit, j'ai une philosophie de vie très nietzschéenne, très boétienne, très attachée à la liberté, très attachée à l'indépendance. J'ai envie de vivre intensément le moment présent, tu vois, partir à l'aventure, faire ce genre de choses. Mais mon mode de vie, mon style de vie, mes décisions ont fait que je suis très seul, je suis très solitaire en ce moment. Et du coup, je me suis dit, quel est le meilleur moyen d'endiguer cette solitude? C'est de créer une chaîne YouTube pour avoir une communauté, pour pouvoir discuter. Et regarde, techniquement, là, Loïc, je réponds à ta question, tu vois. Et même si c'est une relation parasociale, même si t'es pas en face de moi, tu vois, et on prend un café, bah, c'est quand même concret, hein, c'est quand même concret. Il n'y a qu'un intermédiaire d'Instagram, au final. C'est vraiment presque proche, tu vois. Donc c'est sympa, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment l'impression, sincèrement, de parler à des gens. Et du coup, même si là, j'ai pas quelqu'un avec qui je peux discuter dans ma chambre, eh ben, je discute quand même avec des gens. J'ai du social. Et du coup, ça m'aide à ne pas péter un câble. Globalement, ça m'aide à ne pas devenir fou. Donc voilà, c'est ça que ça m'apporte une communauté. Ça m'aide à juste me lever le matin en étant content de partager des choses. Ma chaîne YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit sur Discord, ça me permet, oui, d'avoir du lien social, tout simplement. Ensuite, on a Antoine qui demande, en tant que trader particulier, comment gères-tu l'aspect social? Non mais les gars, alors là, on n'aurait pas pu faire plus incroyable. Non mais c'est pas possible. Vous êtes passé le mot, les gars. Entre les deux précédents là qui parlaient d'Edgefinder et là, Antoine, comment gères-tu l'aspect social? Bah je gère pas. Je gère pas l'aspect social. Heureusement que j'ai une communauté sur YouTube parce que bah, je parle pas aux gens. Je parle pas aux gens, tu vois, au Vietnam, je parlais à personne. Kuala Lumpur, pareil, je parlais à personne. Bali, c'était un peu sympa, il y avait un club coworking. Du coup, à Bali, j'ai pu un petit peu faire des liens avec des gens. Il y avait des cours collectifs de sport, il y avait piscine, restaurant, etc. Du coup, c'était sympa, je pouvais un peu interagir avec les gens. Et je me suis fait des potes, hein, d'ailleurs, même si je ne suis pas resté très longtemps. Mais là, actuellement, en tant que trader particulier, comment je gère l'aspect social? Bah, je ne le gère pas. C'est un gros problème. Je n'ai pas encore géré. J'ai pas encore de solution là-dessus, voilà, pour être très honnête. Donc bah, ma communauté, du coup, pour encore plus élaborer sur la question d'avant, c'est un proxy. C'est un proxy pour la sociabilité. Je gère l'aspect social en créant un proxy via une communauté pour avoir une sociabilité réelle, vraiment pertinente et sincère. Ensuite, on a... je peux pas lire le Instagram. Peux-tu présenter une seconde stratégie que tu utilises sur les prop firms en ce moment? Non. Non, voilà, réponse courte. Comme je disais tout à l'heure, là, pour présenter les vidéos, non, c'est trop de travail. Là, tu vois, ce que j'ai fait dans ma playlist Prop Firm Funded, pour toi qui vois ça, tu te dis, bon, bah, voilà, c'est quelques vidéos, c'est quelques heures. Mais pour moi, c'est des milliers d'heures. C'est des milliers d'heures. C'est l'ensemble de mon travail, tu vois. C'est des milliers d'heures. C'est genre, j'ai commencé mi-2021, je me suis mis à fond dans l'algo 2022, donc ça fait 2022, 2023, 2024, donc 52, 104, 156, à peu près 50 heures par semaine, on va dire, ça fait 156 fois 50, donc ça te fait, ça fait 7800 heures, ça te fait 7800 heures de trading, t'imagines? 7800 heures de trading actif, quoi, de travail actif sur mon trading. Donc non, je ne vais pas présenter une seconde stratégie que j'utilise sur les prop firms en ce moment, surtout pas gratuitement, parce que bah, je ne vais pas être bénévole et donner mon travail de 7800 heures de trading gratuitement sur YouTube, tout simplement. Je pense que vous pouvez comprendre ça, je pense. Ensuite, on a Valentin qui demande « Est-ce que tu as l'intention de refaire des vidéos backtest avec MQL5 ?» Ça, oui. Oui, Valentin, oui. Ça, oui, par contre, ouais. Faire des vidéos backtest, un petit peu tutoriel, montrer comment analyser des données, comment faire du backtesting, comment coder telle ou telle fonction, ce genre de choses, ça oui, ça j'ai vraiment envie d'en faire, parce que bah, j'aime bien le partager, hein, j'aime bien apprendre, j'aime bien enseigner plutôt, mais en ce moment ça me prend beaucoup de temps, en fait ça prend beaucoup de temps de faire ce genre de vidéos et j'ai pas le temps. En ce moment je travaille sur des modèles très compliqués qui me prennent beaucoup de temps, des modèles macro, tiens d'ailleurs, en ce moment je travaille pas mal sur des modèles macro, on en parlait tout à l'heure. Donc en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais oui, clairement, j'aime bien les vidéos backtest MQL5, donc j'en referai. Peut-être pas dans les prochaines semaines, mais j'en referai, c'est certain. Ensuite, j'ai mon père qui demande « T'es où ?» Bon, papa, maman, promis, l'année prochaine, je reviens à Noël. Promis. Cette année, je reviens pas, mais promis, l'année prochaine, je reviens à Noël. Et je suis à Bangkok, là. Alors, bon, les gars, Joker montage, je suis obligé de la couper, celle-là, non, c'est pas possible. Si vous voyez la question que je viens de lire, mais c'est pas possible.
Bon bref, Joker montage. Je ferai aucun montage à part celle-là, là, je peux pas la lire. Ensuite, on a Thomas qui demande « Thomas est-il le plus beau ?» Oui, oui Thomas, tu es le plus beau. C'est private joke, c'est mon meilleur pote d'enfance. Ensuite, Thomas qui demande « Quoi de prévu pour les vacances de Noël et quel objectif pour 2025 ?» Les gars, vous voulez vraiment que je rentre à Noël hein mon père et Thomas. Bah écoute, je reviens pas à Noël. Je reviens pas à Noël, voilà. Cette année, on pourra pas faire de soirée au Nouvel An, désolé. Et quel objectif pour 2025 revenir à Noël. Revenir à Noël, mon objectif 2025. Ensuite, on a Mike qui demande « Quelles sont pour toi les meilleures stratégies à coder pour passer des challenges ?» Bah, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu à celle-là. Ah oui, Mike, c'est le même. T'as posé 2 fois la question, Mike. Ça va pas ou quoi? Du coup, j'ai déjà répondu. Il me semble, hein. Oui, j'ai déjà répondu. Ouais, je perds la tête, ça y est, il faut que je finisse la vidéo. Ensuite, on a Karl qui demande « Ton rendement annuel moyen en tant que trader retail ?» Pareil, celle-là, je m'y attendais. D'ailleurs, je suis surpris qu'elle soit pas arrivée plus tôt. Donc, pareil, je vais répondre, je vais pas esquiver la question. Mais je vais préciser quand même, parce que ton rendement annuel moyen, ton rendement, ben, c'est pas très pertinent. Hein. Le rendement en lui-même, sans aucune mesure de risque, c'est pas très pertinent. Hein. Si tu dis je fais 10% mais que tu as 50% de volatilité, c'est pas pareil que faire 10% avec 5% de volatilité, parce que du coup, tu peux envoyer du levier. Donc le rendement en tant que tel, c'est pas très pertinent. Donc je vais plutôt te parler de rendement ajusté au risque. Je peux te partager mon ratio de Sharpe par exemple. Ça, je l'avais déjà partagé d'ailleurs sur Discord. En 2023, j'avais 2,5 de ratio de Sharpe, ce qui est excellent, ce qui est vraiment très très bien, ce qui est génial. Je ne suis même pas sûr de pouvoir reproduire ça dans les prochaines années, hein, tellement c'était une excellente année 2023. Et 2024, pareil. 2024, j'ai eu 2,2 de ratio de Sharpe. L'année n'est pas finie, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et 2023, j'étais monté à 2,9 sur dollar yen. J'étais arrivé quasiment aux 3, c'était vraiment le Graal, les 3. Et pourquoi c'était autant? C'est vraiment beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup. Une bonne stratégie, ça doit être autour des 1,5, tu vois. 1,5, c'est déjà une très bonne stratégie. Donc au-delà de 2, c'est génial, c'est vraiment une très bonne stratégie. Mais pourquoi c'était autant en 2023-2024? Bah, c'est les conditions du marché aussi. C'est que j'avais une vision macro très profonde sur la hausse du dollar, et du coup, j'ai pu gagner beaucoup d'argent. 2022 aussi, c'était pareil, hein, je t'ai pas dit, mais c'était pareil. Et du coup, ça fait que bah, dans ces conditions-là, où j'ai eu raison d'un point de vue macro, bah, j'ai gagné beaucoup d'argent, tout simplement. Mais dans les futures années, si j'ai moins raison, je gagnerai moins. Donc voilà. Et pour rendement annuel, pour te dire combien ça représente en termes de rendement, ben, c'est simple, tu prends ta volatilité et tu le multiplies par ton ratio, du coup. Tu multiplies par le ratio et du coup, tu as ton rendement. Donc, si tu as 20% de volatilité, disons, voilà, une stratégie raisonnable, on va dire, c'est pas faible volatilité, mais c'est pas non plus extrême sur du 50-60% de volatilité. Avec 20%, du coup, multiplié par 2,5, ça te fait 50. Ça te fait 50% de rendement annuel. Donc, ouais, rendement annuel moyen en tant que trader retail, à peu près 50, tu vois, avec une stratégie avec une relativement faible volatilité. Et bien sûr, si tu as une stratégie avec 2,5 de ratio de Sharpe, mais que tu es un petit peu casse-cou et que tu veux envoyer du risque, tu peux monter à, je sais pas, 40% de volatilité, bah du coup ça double, hein, ça passe à 100% de rendement annuel. Et là, tu doubles ton compte tous les ans. Donc voilà, pour voir à peu près un ordre de grandeur, moi c'est plutôt autour des 20% de volatilité. 50-60% par an, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très très bien, et c'est très probable que je ne fasse pas autant dans les prochaines années, pour être très honnête. Ensuite, on a Miguel qui demande « Comment as-tu commencé le trading ?» Donc j'ai répondu à la question, mais je me suis rendu compte que j'avais déjà répondu à la question tout à l'heure en fait. Comment j'ai commencé le trading, mon processus et tout, j'avais dit prépa, école de commerce, etc. Donc je vais couper pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc voilà, fin de la vidéo. Normalement, j'ai pas fait de montage. Normalement, je fais pas de montage. Ah si, j'ai pris un joker montage sur le truc sur la question. Oh, je pourrais la montrer. En vrai, c'est marrant. Non, je peux pas la montrer. Bon, tant pis. Mais voilà, en gros, j'ai fait le moins de montage possible pour que ce soit le plus spontané possible. Donc j'espère que ça t'a plu. J'espère que j'ai pu avoir des réponses pertinentes quand même, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Si t'as bien aimé, bah, abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Et si tu veux que je fasse d'autres foires aux questions, ou tout simplement me poser des questions juste comme ça, hein, tu peux m'envoyer un mail, tu peux me parler sur Discord, sur Instagram. Généralement, je réponds aux questions. J'ai pas besoin de faire une foire aux questions pour y répondre. La plupart du temps, je réponds. Ma politique de réponse aux questions, c'est que si j'estime que tu aurais pu chercher sur Google et avoir la réponse en 2 secondes, je te réponds pas. Mais si c'est pas le cas, je réponds. Donc en gros, je réponds à 99% des questions que je reçois. Et si jamais j'ai pas répondu à ta question, demande-toi si tu aurais pas pu chercher sur Google. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. C'était Brieux. Je te dis à la prochaine.